Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième webinaire autour de la résilience territoriale. Cette fois, on va parler des collectivités des Hauts-de-France qui sont sur le chemin de la résilience avec des exemples concrets. On va attendre quelques instants que les derniers qui sont en train de se connecter arrivent et puis on va démarrer. Pour information, si vous n'avez jamais participé à ce genre de webinaire, vous avez un chat qui vous permet d'échanger sur le côté à droite. Et vous avez aussi un volet questions qui vous permettra de poser vos questions directement pour les intervenants, puisque l'interactivité fait partie de ce mode d'échange pour nous. Donc surtout pensez à mettre vos questions dans le volet questions pour que je puisse les lire et comme ça vous pourrez interagir avec tous nos intervenants. Et bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Je vois déjà que le chat s'active. Parfait. Donc là, on est déjà 74. Il y a près de 200 inscrits, donc on va attendre quelques instants. Bonjour à tous, c'est bien ça arrive bien. Bienvenue à tous. Et Anne-Lorraine, est-ce que tu penses qu'on peut démarrer? Oh oui, écoute, comme le timing est assez serré, je pense que ça vaut le coup qu'on démarre. Alors vraiment, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce deuxième webinaire, ce deuxième événement du cycle Agir pour les transitions dans les Hauts-de-France. Donc cette démarche vous est proposée par la DREAL des Hauts-de-France, la DDTM du Nord et le CVRH d'Arras, dont je suis la directrice. Elle est issue du plan de transformation du pôle ministériel écologie territoire, on va dire, se réinventer ensemble. Et cette démarche, elle vise en fait à renforcer une culture commune autour des enjeux climatiques et de leurs conséquences sur l'action publique, à décloisonner l'action publique en utilisant les objectifs de développement durable comme des catalyseurs, à favoriser l'innovation au service des transitions à opérer, à retrouver des marges de manœuvre au quotidien, ce qui est parfois un petit peu difficile, et à proposer aussi aux managers et à leurs équipes des outils, des ressources et un cycle d'événements que l'on espère inspirant, mais vous nous direz ça après. Donc l'ambition de ce travail, c'est de nous aider un peu à changer de logiciel, on aime bien dire à se hacker nous-mêmes en fait, à expérimenter une approche qui soit plus stratégique de nos métiers, en comprenant pourquoi il est si difficile d'agir face aux enjeux climatiques alors que notamment on est dans un ministère, un pôle ministériel dédié au sujet. Et comment nous pouvons tous ensemble entrer en dynamique malgré la complexité du sujet. Et donc on a choisi un bassin d'expérimentation avec les Hauts-de-France. Alors, je souhaite tout de suite, avant de commencer, remercier l'équipe projet qui explore et qui expérimente pour vous. Donc, il y a Vanessa Hermé-Coursier et Élodie Pat-Gondran de la DREAL, Jérôme Bultez et Nicolas Moine de la DDTM du Nord, Henri Carlin du CEDIP et Laurence Billot du CVRH d'Arras. Un grand merci à eux parce qu'ils font un énorme boulot que vous allez découvrir tout au long de ce webinaire et des travaux. Je crois qu'ils y prennent plaisir, du moins je l'espère, et ils font un travail vraiment remarquable. Je voulais remercier aussi Nathalie Lourdel, qui est notre consultante, qui est là à mes côtés, qui anime cette démarche à nos côtés avec beaucoup d'engagement et de dynamisme, qui nous secoue et qui sera aujourd'hui notre fil rouge. Donc, Agir pour les transitions dans les Hauts-de-France, c'est un cycle qui va explorer une thématique par quadrimestre. Sur chaque thématique, notre équipe projet travaille, explore, teste, constitue une base de données, éclaire les controverses, parce que l'idée, c'est pas de niveler les sujets, c'est vraiment d'éclairer tous les points de vue, et vous propose à vous, donc la communauté technique des Hauts-de-France, et puis élargie, parce qu'on a des invités que je remercie, que je vois dans le chat, donc qui vous propose une boîte à outils pour agir sur le sujet,
Et sur chaque thématique, nous réunirons autour d'un ou deux événements comme aujourd'hui pour entendre des spécialistes, des experts, des agents des territoires ou des élus, des citoyens pour en débattre. Alors, on a choisi de commencer par la thématique de la résilience territoriale qui s'impose là en ce moment, sans nul doute, véritablement comme le moyen de dépasser les situations de crise successives que nous traversons et d'engager les territoires dans une vision à plus long terme et vers une collaboration maximisée et fertile avec nous, avec les agents de l'État, pour opérer des transitions indispensables. Donc, toutes les ressources sont réunies par l'équipe projet sur cette thématique sont disponibles en ligne et ouvertes à tous et on va vous rappeler le lien dans le chat. L'équipe toujours prête va vous faire ça tout de suite. Donc, il y a 2 webinaires qui ont été prévus sur le thème de la résilience territoriale. Celui du 4 novembre avec une entrée sur le volet social de la résilience et cet ODD particulier. Et puis le replay, bien sûr, le replay est disponible d'ores et déjà en ligne, ainsi que les actes du séminaire que l'équipe projet a réalisé. Et aujourd'hui, donc 14 décembre. Alors, nous allons regarder aujourd'hui ce qui se passe plus précisément dans 2 territoires de notre région en matière de résilience. Nous accueillerons pour cela 2 grands invités que nous allons vous présenter avec Nathalie et que je tiens vraiment aussi à remercier pour leur disponibilité, Monsieur Reynaud et Monsieur Leclerc. Je vais maintenant, Nathalie, te laisser la parole. Donc, tu es notre fil rouge pour ce webinaire. Tu vas nous présenter son déroulé. Et en introduction, je crois que tu as prévu quelques éléments clés de définition autour de la résilience territoriale qui ont été préparés par l'équipe projet. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et puis j'espère que vous y trouverez matière à réfléchir et à agir. Merci à tous. Merci à toi Anne-Lorraine. Donc peut-être juste quelques rappels avant qu'on démarre sur cette introduction. Donc vous avez à votre disposition Laurence qui peut vous aider si vous avez une difficulté technique. Vous avez les numéros de téléphone dans le chat. Et bien sûr, ce webinaire sera enregistré. Donc du coup, si vous souhaitez le revoir ou le diffuser par la suite, tout est possible. Donc je vais à nouveau repartager le support. Et nous allons du coup pouvoir démarrer avec, au fait, qu'est-ce que c'est la résilience territoriale? Donc, c'est pas une surprise, mais clairement, notre planète subit à l'échelle mondiale des dérèglements, qu'ils soient climatiques, mais aussi des crises économiques, sanitaires et sociales actuellement assez visibles. C'est pas nouveau, mais ça s'intensifie. L'urbanisation croissante, la disparition de surfaces agricoles, la disparition de la biodiversité, la raréfaction des ressources planétaires sont aujourd'hui une réalité et un enjeu planétaire. La question, c'est, face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Clairement, aujourd'hui, c'est le sujet. C'est comment, au niveau des territoires, au niveau local, on peut agir. Donc, qu'est-ce que c'est un territoire résilient? Déjà, c'est un territoire qui s'est dit que face à tout ça, au lieu de baisser les bras, on peut décider d'agir localement, de choisir ce qu'on peut faire, de comprendre ce qui se passe sur notre territoire. Et ce qui est important de comprendre face à ces difficultés sur la transition écologique, c'est que parfois, c'est pas évident de voir dans le futur. On est une civilisation du présent, très ancrée sur le ici et maintenant, tout de suite, tout. Et donc, pour comprendre ces enjeux planétaires, ces crises et les chaos actuels, il faut être capable de se projeter dans le futur. Et donc, ça veut dire se projeter sur des choses qui ne sont pas forcément perceptibles. Les changements climatiques ne sont pas toujours mesurables et les enjeux globaux en termes de biodiversité ou de dérèglement nécessite d'avoir cette capacité à se projeter dans le temps et à ne pas minimiser les risques actuels. Donc, clairement, l'autre point par rapport à ce sujet, c'est que pour agir et réussir ces transitions écologiques, il faut comprendre qu'on ne peut pas se situer uniquement sur l'intérêt individuel ou même local, c'est qu'il faut comprendre ces enjeux à une échelle globale. Donc, c'est le fameux penser global, agir local. Et c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de transition écologique, de développement durable depuis quelques années, même depuis plus de 40 ans. Mais parfois on retrouve
des sentiments d'impuissance où c'est à l'échelle planétaire qu'il faut agir. C'est pas nous, c'est les États-Unis ou les Chinois qui polluent. Mais ça conduit plutôt à du défaitisme et à un sentiment de pas de contrôle. Alors que, et c'est bien l'espace sur lequel nous voulons discuter aujourd'hui, et notamment avec les intervenants, c'est comment on peut reprendre ce sentiment de agir ensemble, de agir à mon échelle pour le futur, pour les générations futures. Et sortir de cette image de on ne peut rien faire pour la planète. Donc je détaille tout ça dans mon livre Réussir sa transition écologique, mais je voulais insister sur cette notion de reprenons les actions à notre échelle de manière à mobiliser et à avancer vers le positif. Clairement, un territoire résilient, alors c'est quoi? C'est un territoire où il y a de l'action et il y a de l'anticipation. C'est-à-dire qu'au regard de tous ces sujets, comment agir plutôt que subir. Et comment j'anticipe, je vais le détailler un petit peu après. Et les 2 autres points clés, c'est comprendre qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une solution à un instant T, mais qu'au regard du contexte, au regard des crises pas prévisibles, comme celle qu'on vit actuellement avec la Covid, comment je reprends un autre chemin et je m'adapte. Et comment je rebondis. Donc je vais vous détailler quelques-uns de ces éléments, mais en gros, le message clé, c'est quoi la définition de la résilience territoriale? Il n'y a pas une définition. Il y a de multiples définitions. Chaque territoire, à son échelle, avec le réseau, avec les acteurs locaux, a intérêt à trouver le bon maillage, a intérêt à avoir cette vision un peu globale des enjeux, à regarder plus loin que son territoire, à regarder aussi pour les générations futures, pour l'avenir de ce territoire, qu'est-ce qui est vraiment vital. Et donc si j'avance un peu, peut-être quelques mots-clés, quelques éléments que vous retrouverez d'ailleurs dans toutes les ressources que nous allons partager sur comment agir pour le territoire. Le premier, je vais commencer par cette notion d'approche systémique, c'est-à-dire de voir globalement, pas uniquement l'énergie, mais aussi l'environnement, le social, l'économie, les plus vulnérables. C'était le thème de notre premier webinaire, mais c'est ça aussi, agir pour la résilience territoriale, c'est prendre en compte dans l'anticipation la notion de réduire les vulnérabilités, de prendre en compte les difficultés locales et de les considérer dans les stratégies d'action, dans les stratégies de résilience. Ça veut dire quoi aussi? Et c'est aussi l'esprit de cette équipe projet, c'est stimuler l'innovation, la créativité. Comment ensemble, on peut faire différemment? Et ça veut dire, par exemple, mettre des synergies différentes entre les acteurs, encourager l'aide et la coopération. Vous avez vu que cette démarche est initiée par différents services de l'État, au niveau régional, départemental, par le CVRH. C'est peut-être ça la clé. C'est comment, si on a un cap commun, un but commun, c'est-à-dire protéger le territoire, avoir une vision globale, comment on se met ensemble pour avancer. Alors concrètement, sur l'anticipation, quelques éléments clés, c'est de comprendre les enjeux des limites de la planète. Je ne vais pas détailler, mais vous retrouvez plein de ressources là-dessus. Analyser les vulnérabilités locales, c'est-à-dire comprendre par rapport à l'économie ou par rapport à l'environnement ou à la vulnérabilité face aux aléas climatiques ou à l'érosion des traits de côte, par exemple, pour la région des Hauts-de-France. Comment je prépare mon territoire? Comment aussi je fais des retours d'expérience au regard de ce qui s'est passé? Comment j'ajuste? Et comment je comprends que de toute façon, l'ajustement permanent est une des clés dans un monde qui est vulnérable et avec beaucoup de crises. Ça veut dire aussi regarder à l'échelle, pas uniquement de mon territoire, mais de tous les territoires connectés et avoir une approche multiterritoriale. C'est aussi là tout le rôle de l'État, d'avoir cette vision globale et stratégique et de coordination et de cohérence des actions. Ça, c'était sur le volet anticipé. Sur le volet agir, clairement, il ne suffit pas juste de réfléchir à comment on fait demain, c'est comment j'accompagne ces mutations, comment j'informe, je sensibilise aussi l'ensemble des acteurs de mon territoire, comment je me pose la question des besoins les plus vitaux et comment j'essaie de garantir, de pérenniser, de protéger aussi les plus vulnérables et comment j'adapte mes stratégies au regard de toute cette compréhension. Et bien sûr, ça ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Le mot-clé derrière résilience territoriale, c'est bien la coopération. C'est-à-dire comprendre que c'est les savoir-faire locaux, c'est la co-responsabilité qui va être un élément clé pour améliorer la cohésion locale et améliorer l'adaptation et la résilience
à son échelle. Ça veut dire aussi, vous l'avez vu, la confiance. C'est comment on se fait confiance, comment on s'entraide, comment on participe ensemble. Voilà un peu, de façon, globale, j'ai envie de dire, les mots-clés qu'on peut retenir derrière cette notion de résilience territoriale. Donc, vous voyez qu'il y en a pas une, il y en a de multiples et l'enjeu, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. La résilience territoriale est une nécessité absolue au regard de tout ce qui se passe. Alors, comment on met en place la résilience territoriale? Il faut comprendre qu'on a beau être motivé, comprendre les enjeux, il y a parfois des difficultés, des freins ou des coûts. Ben oui, ça suppose de travailler différemment, de se déplacer différemment, de remettre en question, peut-être des principes déjà établis. Donc ça nécessite de se re-questionner, de se remettre ensemble autour de la table et ça nécessite pour moi, de trouver le pourquoi, c'est-à-dire la désirabilité, c'est au nom de quoi je fais ça? Et je pense que c'est peut-être, une des clés essentielles, c'est quand on a compris les enjeux, planétaires, quand on a cette vision et je suppose que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le sujet vous touche. Au nom de quoi je le fais? Et même si j'apporte qu'une petite goutte d'eau à l'édifice, si je sais que le pourquoi correspond à mes valeurs, ça renforce mes motivations et du coup, ça renforce les leviers d'action et la motivation à aller vers la résilience territoriale. Voilà en gros, les messages clés que je voulais porter et pour passer à l'action, nous allons, tout de suite, partager avec, les grands témoins. Ce que je vous propose, c'est, monsieur Reynaud, si vous voulez bien me rejoindre, monter sur scène pour ce premier témoignage, autour de Losanguel et de tout ce que vous avez mis en œuvre. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors clairement, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes directeur de cabinet à la mairie de Losanguel. Vous faites partie aussi, du réseau des ambassadeurs, développement durable. C'est un réseau qui est dans les Hauts-de-France, piloté par le CERD et on vous remercie de pouvoir témoigner un petit peu de ce qui se passe sur votre, territoire et peut-être une première question tout simplement, le point de départ, pour l'évolution de Losanguel, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Donc Losanguel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite ville du bassin minier à côté de Lens, de 6700 habitants et qui est engagée de façon assez forte dans la transition systémique depuis maintenant près de 20 ans. Et le point de départ de Losanguel, ça a été la crise de la mine. Comme beaucoup d'autres villes de la région, elle a beaucoup souffert de la fin de cette activité économique industrielle qui avait été assez peu anticipée à l'époque. Et elle a fait le choix, contrairement pour le coup à d'autres villes du territoire, elle a fait le choix du pari de la résilience par le développement durable. Donc c'était vraiment l'idée qu'il fallait tourner le dos à un modèle qui était prédateur pour l'homme et pour l'environnement et essayer d'en construire un autre, le co-construire avec les habitants, un autre modèle qui soit pour le coup beaucoup plus durable, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus respectueux des limites de la planète, des limites des ressources naturelles. Et ça dans une logique de responsabilisation et d'implication des acteurs qui était en rupture totale avec aussi bien la culture politique du bassin minier que la culture politique des houillères, qui était l'agence publique qui exploitait le charbon et qui avait prévu un cadre extrêmement encadrant et paternaliste où tous les aspects de la vie sociale étaient régis par la compagnie. Et donc aussi bien les loisirs que la religion, que l'emploi, le logement. Et donc il y avait vraiment la volonté de faire le deuil de cette époque-là et d'opérer une rupture pour que, à nouveau, les gens soient en mesure et en capacité d'être maîtres de leur propre destin, d'être acteurs de leur propre vie, de plus attendre que le changement vienne des autres, aussi bien de l'État que de la technologie ou des grandes entreprises, mais que vraiment on soit soi-même moteur du changement. Et donc il y a une politique qui a commencé un petit peu dans ce sens-là dans les années 80, et dans un premier temps plutôt dans le domaine de la culture. Mais peut-être que j'y reviendrai après sur la question suivante.
D'accord. Et ben justement, alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous pouviez nous parler comment ça s'est formalisé, en fait, ce changement vers plus de résilience. Par quelles étapes vous êtes passés? Parce que peut-être qu'il y a aussi des collectivités qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi voir comment on peut démarrer. Et, d'abord, ça a été bon. Il faut vraiment avoir conscience que ça a été quelque chose d'extrêmement progressif. En fait, comme je le disais, le premier travail, il a été d'abord un travail culturel. Ça a été fait dans les années 80 à l'initiative de Marcel Caron, qui était le père de Jean-François Caron, le maire actuel, et qui lui aussi avait une culture politique qui était vraiment centrée sur la question de la responsabilisation des acteurs, et qui a organisé un festival culturel qui s'appelle les Goéliades, qui était vraiment un événement d'envergure et qui a donné lieu à toute une série d'événements dont le but était de faire le deuil collectif de la mine. C'était les spectacles, encourager les gens à se représenter eux-mêmes, à être, comment dire, à montrer quel était montrer leur propre métier, leur propre vie. Et le but était d'essayer de révéler au maximum les valeurs du territoire, les qualités qui étaient là, et essayer de changer le regard que les gens portaient sur eux-mêmes pour reprendre confiance. Parce que la crise de la mine, elle a aussi eu de destructeur que non seulement ça a été une vraie précarisation des ménages, qui ont été privés de ressources économiques, mais ça a été aussi une grosse crise identitaire, puisque à l'époque du charbon, les mineurs faisaient un métier qui était difficile, mais reconnu comme tel au niveau national. Ils avaient une place dans le récit national. Ils aidaient à reconstruire le pays, à le fournir en énergie. Et du jour au lendemain, tout ça a disparu et c'est devenu un territoire frappé par le chômage et puis avec tous les stéréotypes que les gens connaissent sur le Nord. Et donc, il a fallu lutter contre ça, mais lutter contre ça chez les gens eux-mêmes. Et donc, reprendre confiance, montrer que, en fait, dans le bassin minier, il y a aussi des valeurs de travail, des valeurs de solidarité, des valeurs de sens de la fête, qui sont profondément ancrées et qui sont des choses dont les gens peuvent être fiers. Et donc, ce travail culturel-là, très participatif, il a vraiment essayé d'insuffler cette première dynamique. Et par la suite, l'implication des habitants, elle s'est progressivement étoffée et étendue sur d'autres aspects. Et donc, par exemple, à l'arrivée de Jean-François Caron dans les années 2000, il y a une dimension supplémentaire de développement durable qui est arrivée. Et les habitants ont été impliqués dans la révision du plan d'occupation des sols, qui a donné lieu sur un document qui s'appelle la Charte du cadre de vie et qui a vraiment fixé la ligne de conduite des politiques publiques municipales pour les 15-20 années à suivre. Aujourd'hui encore, on s'y réfère. Ça a permis vraiment de poser un cadre, un système de valeurs, une sorte de grande direction vers laquelle tendre. Et ce document-là a été élaboré de façon participative, avec toutes les tranches de la population. Commerce, associations, municipalités, services, élus. Et le but, c'était d'essayer de se fixer un petit peu quelles seraient les grandes lignes directrices d'une politique municipale et qui a touché sur la question de l'aménagement du cadre de vie, de la préservation de la biodiversité, de l'agriculture, etc. Et donc, on a eu la première ébauche, une approche systémique de la transition. Et au départ, les projets étaient vraiment menés, il y avait une batterie de projets qui se faisaient sans vraiment de recul, d'évaluation, etc. Ils en ont fait plein. Et progressivement, on a appliqué un principe de recherche-action, donc qui consiste à prendre du recul une fois que le projet est mené, grâce souvent l'aide d'intervenants extérieurs, d'universitaires, d'agences d'État comme l'ADEME, par exemple, qui nous a beaucoup aidés. Et progressivement, c'est conceptualiser, formaliser une stratégie de conduite du changement qui repose sur certains fondamentaux qui ont été clairement établis. Et donc là-dessus, cette stratégie, elle est arrivée, elle a été vraiment conceptualisée en 2014 à l'occasion d'une évaluation de cette stratégie du conduite du changement, donc qui a été fait par un cabinet de conseil et d'études spécialisé qui s'appelle Cadran Conseil. Et à partir de cette évaluation très dense, et avec le soutien de l'ADEME, on a signé un protocole de partenariat qui a fait de Losangoël un démonstrateur national de la conduite du changement. Et donc, on est, entre guillemets, officiellement devenu une sorte de laboratoire de l'innovation sociale dans laquelle on reçoit des subventions, en échange desquelles on produit du projet et on fait l'innovation puisqu'on est sans arrêt confronté à la page blanche, puisqu'on conduit l'action publique d'une manière qui est assez originale. Et donc, en échange de cette aide extérieure qu'on reçoit, on produit de la ressource pour capitaliser au maximum pour que ce soit utile à d'autres. Et vous nous avez donné envie, vous pouvez nous donner quelques clés de ces fondamentaux pour accompagner les changements? Alors, nous, on appelle ça le code source, l'OSWA.
Pour information, il est disponible dans le référentiel lossois de l'implication citoyenne. Donc, c'est un document assez dense qui ramasse 30 ans d'expérience d'implication des habitants. Donc, en ayant un regard à la fois sur le contexte général de Los Angoel en introduction, et c'est là qu'est présenté un petit peu la trajectoire de l'os et ce fameux code source. Et après, on s'intéresse un peu plus dans le détail sur les résultats que ça produit d'impliquer les habitants et on donne quelques éléments de méthode. Je vais vous mettre juste le lien très vite fait. Je vous l'ai mis dans le chat. Parfait. Oui, vous pourrez le mettre après, on pourra le récupérer. Et du coup, j'avais une dernière question avant de laisser la parole au public. Vous avez beaucoup parlé de cette notion de coopération, de remettre du lien aussi entre les habitants. Comment vous avez fait, vous, pour recréer du lien, pour améliorer ce travail partenarial ? Depuis longtemps, les politiques publiques de l'OS ont pour point de départ les besoins de la population. C'est-à-dire que, en tout cas au maximum, ont besoin de la population qui sont clairement exprimés et qualifiés. Donc voilà, des problèmes objectifs qu'on essaye de préciser par des rendez-vous avec la population, toute une série de process qui permettent d'affiner un petit peu quelle est la demande. Et puis après, d'autres besoins qu'on va anticiper sur le territoire, voilà, des choses qui nous sont remontées ou des choses dont nous sommes nous-mêmes à l'initiative. Mais il y a vraiment cette idée de d'abord, quelle est l'utilité, voilà, à quel besoin on répond concrètement. Et c'est beaucoup plus mobilisateur pour les habitants de participer à une réunion publique sur le thème de l'accès à l'école primaire ou la question des déchets que le réchauffement climatique qui est quelque chose de plus déconnecté où on se sent concerné mais beaucoup plus à la marge. Donc il y a vraiment cette idée de partir de besoins de la vie quotidienne. Mais par contre, plus ça va, et plus on essaye d'élargir un petit peu le spectre et de mobiliser les habitants sur d'autres sujets, beaucoup plus de prospectives, mais qui concernent en fait de manière de plus en plus accrue le quotidien. Et donc, dont des conséquences du réchauffement climatique, à commencer par les sécheresses hivernales qu'on a régulièrement sur le territoire. Et donc, ça passe beaucoup par des postures, une posture d'écoute, de respect, de reconnaissance de la parole de l'habitant, et des méthodes aussi d'implication un peu systématiques en fonction en fonction on a plusieurs outils aussi en fonction du degré d'implication qu'on veut avoir. On a des ateliers, par exemple, qui sont vraiment ou un outil municipal qu'on appelle le 50-50, sur lequel je pourrais revenir plus tard, mais qui est détaillé dans le référentiel, où là, on est vraiment dans une logique de co-construction d'action publique avec les habitants. Et puis, il y a d'autres phases ou d'autres projets pour lesquels on va plus être dans une phase de consultation, de concertation, où on va plus demander un petit peu l'avis, ou d'autres où on va être dans l'information. Mais dans tous les cas, on respecte un principe de transparence, où on explique au maximum quelles sont les décisions qu'on a prises, pourquoi on les a prises, par quoi elles sont motivées, pour créer au maximum une relation de confiance avec les habitants et essayer de laisser le moins possible de zones d'ombre sur ce qui a pu motiver une décision ou tout simplement pourquoi est-ce qu'on n'en a pas pris sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est vraiment un facteur clé de relation pour créer une relation de confiance. On rejoint le schéma que je montrais où quand on est connecté à un pourquoi, la motivation est plus grande. Vous avez beaucoup de questions, on va passer tout de suite aux questions. Donc vous venez de parler de prospective, justement, j'ai une question qui dit, vous avez partagé avec les habitants la vision 2030 ou 2050 ? Est-ce que vous avez travaillé sous cet angle-là ? C'était l'enjeu de la révision de charte du cadre de vie dans les années 2000. Et aujourd'hui, on a pour objectif de l'actualiser. Donc, on n'en est pas encore là. Mais sur le principe, on aimerait vraiment, pendant le mandat, faire un travail très, très poussé d'implication et pour essayer de mobiliser la population sur ce qui pourrait être une sorte d'actualisation de la charte du cadre de vie. Et donc, essayer de faire participer la population sur un travail d'analyse des risques territoriaux, anticiper au maximum les conséquences du réchauffement climatique et se reposer une sorte de questions autour de qu'est-ce que pourraient être les fondamentaux d'une politique lossoise, une politique municipale lossoise. Et notamment, s'interroger sur qu'est-ce qui a de la valeur pour nous les Lossois, qu'est-ce qui pourra prendre de la valeur plus tard, et notamment, à l'aune de la crise Covid qui réinterroge beaucoup de choses. Est-ce qu'on estime que la valeur, c'est simplement la création de richesses monétaires? Est-ce qu'on estime que la valeur s'évalue uniquement à l'aune du nombre d'emplois créés, même si c'est très important, mais est-ce qu'on ne considère pas plutôt que c'est un facteur parmi d'autres, au lieu d'en faire simplement l'objet principal qui guide les politiques publiques? Et pourquoi est-ce que les questions de solidarité, les questions de capacitation,
voilà, cette espèce de renforcement à la fois individuel et collectif. Est-ce que la question de la coopération, de la satisfaction des besoins essentiels de la vie, donc manger, se déplacer, bien se loger, est-ce que voilà, qu'est-ce qui devient à nouveau la priorité et à travers ça la question environnementale? Alors, vous avez beaucoup de réactions, vous suscitez beaucoup d'envie, certainement. Alors, j'ai une première question très pragmatique. Qu'est-ce que la fabrique des transitions? Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, alors la fabrique des transitions, c'est un réseau national. Alors, c'est pas vraiment un réseau, c'est plutôt une alliance au niveau national, qui est née, entre autres, à Los Angeles, mais pas seulement. Elle est née au départ du travail de plusieurs villes pilotes du développement durable en France. Il y avait Grande-Synthe, Le Mené, Maloney, Los Angeles. Et le but, c'était d'essayer de comparer un petit peu ce que nous, on considérait être les fondamentaux d'une politique de transition et les tester, voilà, les mettre à l'épreuve en les comparant à l'expérience des autres villes. Et donc, le but, c'était d'essayer de séparer qu'est-ce qui étaient les invariants, c'est-à-dire les balises, les points un peu incontournables d'une politique de transition pour une collectivité locale. Et au contraire, séparer ces invariants-là de ce qui est relatif au contexte économique, social, historique d'une ville. Et donc, progressivement, ce travail-là a donné suite à d'autres acteurs ont rejoint la dynamique. Aujourd'hui, la Fabrique des transitions, c'est une alliance d'agences d'État, de collectivités de toute taille, voilà, de Los Angeles, 6700 habitants, à des grandes villes, à des grandes métropoles. C'est des universitaires, des laboratoires d'innovation sociale, des acteurs économiques, opérateurs économiques, aussi bien associatifs qu'entreprises. Et le but, c'est d'essayer d'accompagner un territoire dans une transition qui est systémique, donc voilà, à la croisée de questions environnementales, énergétiques, sociales, coopératives, et vraiment avec différentes possibilités d'accompagnement qui peut aller jusqu'au diagnostic ou alors carrément jusqu'à l'accompagnement poussé d'un territoire. Et donc, la Fabrique des transitions est aujourd'hui en phase d'émergence, et elle reçoit beaucoup de sollicitations. Et le but, c'est vraiment avoir une entrée par le territoire, une entrée par le systémique, c'est-à-dire à la croisée de toutes ces questions que j'ai évoquées, mais aussi vraiment une entrée par la coopération entre acteurs. C'est-à-dire que systématiquement, une politique de transition, pour qu'elle fonctionne réellement, elle doit être menée conjointement et unifiée par une vision commune entre institutions, au sein des institutions, collectivités, élus et services. Les deux ont un rôle très important, opérateurs économiques, entreprises, associations, et habitants dans leurs multiples casquettes. Donc là, ça peut être voilà, parents d'élèves, parents tout court, riverains, associations, etc. Alors, j'ai plein d'autres questions. Je vous propose d'en passer une autre. Quelles sont les compétences internes pour lancer ce type de démarche? Il y a plusieurs choses en interne. Évidemment, tout va dépendre de l'organigramme qu'on fixe, mais aussi, au maximum, il faut essayer de sortir d'une organisation verticale du travail, silotée, compartimentée. C'est vraiment l'idée qu'une politique de transition, en fait, elle doit être comprise et partagée par l'ensemble des services, qui doit être capable de comprendre qu'il ne se situe pas uniquement dans l'exécution d'une tâche, mais qui doit répondre à un besoin qui est plus large. Et pour cela, aller au besoin, déborder de ses fonctions, contacter d'autres services, si lui-même estime qu'ils sont concernés par le sujet. Et c'est vraiment essayer de mettre en place une organisation interne qui permette au maximum le partage de l'information, mais aussi la co-construction de projets. On sort d'une logique où l'élu est un peu sachant et décide verticalement de ce qui doit être fait ou pas. Il faut accepter que, en fait, une stratégie soit élaborée à plusieurs mains, et que, à l'aune des difficultés qui sont rencontrées dans le travail, on fasse remonter du terrain et de la base aux élus, aux directeurs, des ressentis par les agents pour éventuellement réorienter la stratégie. Et nous, on a un principe qui est celui du management par la coopération et qui consiste à dire que, aussi bien dans son travail vis-à-vis de l'extérieur ou en interne, chacun doit essayer de prendre en compte et de comprendre quelles sont les raisons qui motivent le comportement des autres, quels sont les intérêts qui motivent les autres services, qui motivent les autres acteurs, pour pouvoir composer avec et essayer de trouver une solution qui en tienne compte. Et ça, c'est extrêmement difficile à mettre en place, parce que, pour être honnête, on est en train complètement de défricher le terrain. Le management par la coopération, systématiquement, ça frotte.
C'est pas forcément lisible au début. Les gens s'épanouissent souvent beaucoup plus facilement dans un système qui est lisible, clair. Donc voilà, c'est siloté, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Et nous, on part du principe que la division du travail, elle ne crée pas vraiment en tout cas, elle crée toute une série de problèmes. Elle peut être semblée efficace, mais elle ne va pas permettre l'expression de tous les points de vue. Elle ne va pas permettre d'internaliser toutes les externalités négatives de l'action, d'une action municipale, etc. Donc, ça suppose beaucoup de travail de concertation, un travail de préparation des projets qui est plus long, mais à la fin, on a des politiques publiques qui sont quand même mieux positionnées, qui sont plus riches et qui sont mieux appropriées, aussi bien par les services que par les élus que par les habitants. Ok. Eh bien, je ne sais pas si c'était clair, mais... Très très clair, merci. Du coup, en lien, puisqu'il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que vous rencontrez encore des freins ou quels sont les freins que vous rencontrez? On rencontre des freins tous les jours, y compris en interne. On est loin d'être complètement abouti sur les questions de coopération, loin s'en faut. On sent que même au sein des services, il y a des gens qui ont complètement compris de quoi y retourner, qui ont compris quelle était vraiment la visée, le projet de l'OS. Et puis il y a beaucoup d'autres agents, élus aussi, qui sont dans un schéma un peu plus, je reste sur ce que je sais faire, sur ce qui relève de mes compétences ou de ce qu'on m'a attribué. Et je sors pas trop de ce modèle-là. Donc ça demande sans arrêt de faire le lien pour que l'élastique ne se tende pas trop entre un train qui fonctionne à plusieurs vitesses, avec souvent une direction, le maire, une direction générale et politique qui est loin sur certains sujets, puis certains services qui bougent beaucoup plus lentement, mais avec lesquels il faut composer, il faut comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très positives, qui remontent du terrain. Donc voilà, donc c'est y compris à l'os, on a toutes sortes de freins et qui relèvent des habitudes qui ont été prises sur un ancien modèle, qui relèvent de questions de posture. On rencontre des blocages de toute nature, des freins politiques au niveau intercommunal, par exemple, des sortes de rivalités qui peuvent exister. On rencontre des freins au niveau des habitants. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans un processus coopératif tout de suite. Il faut créer les bonnes conditions pour ça. Beaucoup d'habitants sont encore dans une posture de consommation d'action publique, qui est de dire je paye des impôts, donc j'ai droit, et j'exige que, sans essayer forcément de resituer son intérêt personnel dans la complexité qu'est le fonctionnement d'une commune ou tout simplement la complexité d'un projet, voilà, d'une politique publique. On a des freins en interne, comme je le disais. On a des freins qui sont liés à nos moyens aussi, modestes. On a des freins qui sont liés à... Voilà. Mais globalement, c'est surtout, je dirais, des freins qui sont d'ordre culturel et qui est d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles ça prend autant de temps de mettre en place une politique de transition. Écoutez, merci beaucoup. Il y a encore plein d'autres questions. Je propose qu'on puisse redébattre autour de la table ronde tout à l'heure. Et merci pour cette intervention très claire et qui parle vraiment de terrain. À tout à l'heure. Je vais... Oui, pardon. Oui, j'ai aussi une information. Donc, le lien sur la fabrique des transitions a été mis dans le chat. Le lien aussi vers le site de Los Angeles et de tout ce que vous faites. Il y a déjà plein de choses dans les questions et dans le chat. Et si vous voulez rajouter vous-même, Antoine, des éléments dans le chat pour compléter, bien sûr. Je vais rajouter le référentiel des villes paires, donc qui est la conclusion du travail des villes pilotes développement durable que j'évoquais tout à l'heure. Et dans le site internet, allez dans l'onglet ressources. Et là, vous trouverez des articles, des vidéos, toutes sortes de productions. Et je rappelle que nous préparerons un acte de ce colloque où il y aura tous les éléments ressources de tous les intervenants et qui permettra d'aller plus loin par la suite. Donc, je vais vous proposer juste une petite vidéo que nous avons préparée avec l'équipe projet autour de la résilience territoriale, agir ou subir. Et c'est parti.
Alors, je vais inviter maintenant Thibault Leclerc à me rejoindre pour parler de la communauté de communes de la Picardie verte. Il est responsable du service développement durable dans cette communauté de communes. Il est aussi ambassadeur du développement durable. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bien, nous allons échanger un petit peu sur les projets que vous menez. Et pour vous, la réussite des projets territoriaux passe par le multipartenariat. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe sur votre territoire? Oui, déjà bonjour et merci de m'accueillir. Je vais juste resituer rapidement parce qu'on est un peu à l'opposé de Los Angeles au point de vue territoire. On est donc au nord-ouest de l'Oise, une communauté de communes de 88 communes sur 630 km², 33 000 habitants, donc très rural par rapport à Los Angeles. Alors, multipartenarial, effectivement, ça a été primordial pour notre politique de transition. On a bénéficié au début de la mandature précédente de deux grands appels à projets, de grandes conventions. Donc la première, c'est TEPCV, donc Territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui nous a permis de pouvoir financer à hauteur de 80% un certain nombre d'actions de transition sur le territoire, et notamment de sensibilisation aussi des citoyens et des élus aussi. Donc tout ça a été fait sur 3 ans. Et en parallèle, on a aussi bénéficié de la convention donc COTRI, contrat d'objectif territorial pour l'amplification de la 3e révolution industrielle. C'est court. Et là, ça nous a permis de mettre en place plutôt la partie ingénierie avec notamment une action phare qui a été la mise en place d'une plateforme de la rénovation énergétique qui nous a permis d'aller vers les habitants pour les inciter à faire de la rénovation énergétique sur leur bâtiment. Et l'intérêt de ces deux programmes, ça a été de nous ouvrir à d'autres partenaires que ceux avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Et donc ça nous a ouvert d'autres horizons. On a multiplié des partenariats, des conventions, parce que sur un territoire comme le nôtre, vu les effectifs, on ne peut pas être sur toutes les communes en même temps. Donc, sur la partie animation, on a fait appel à une association locale qui va auprès des citoyens, des écoles. On a un programme d'animation régulier qui revient sur le jardinage, sur le compostage, sur ce genre de choses. On a également on a eu des actions phares sur le territoire qui ont eu du mal à émerger, mais qui finalement ont été bien appréhendées par l'ensemble des communes. On a planté plus de 8 km de haies. Et sur les 88 communes, il y a 32 communes donc, qui ont participé. Au début, c'était pas gagné, mais là, du coup, ça a bien pris et ça continue. On a de nouvelles demandes sur ces projets-là. Donc, vous vouliez parler? Non? J'ai des questions déjà qui arrivent, donc vous voyez, le témoignage suscite des questions. Et Tant il y en a mieux. une première qui arrive, bah oui, on est pour l'échange et justement la coopération, c'est au cœur de ce sujet. On vous pose la question de savoir si vous avez des coopérations ou non avec les collectivités voisines ou supra. Est-ce que ça fait partie de l'arrêté des projets que vous menez? Alors, des partenariats conventionnés, non. On a des échanges réguliers, notamment avec la communauté d'agglomération du Beauvaisis, puisque notre territoire, disons que les habitants vont assez naturellement soit vers Beauvais, soit plus au nord vers la Somme. Donc, c'est plutôt le territoire d'emploi de notre territoire. Donc, on a, oui, assez d'échanges. Sur certains projets, comme là actuellement on a un projet alimentaire territorial qui est en train d'émerger. La CAB, donc le Beauvais, est déjà un petit peu plus en avance sur nous, donc on échange assez régulièrement, oui, avec les territoires voisins. D'accord. Et du coup, par rapport à votre projet, qu'est-ce qui a facilité la mise en mouvement ou comment vous avez pu, vous pouvez nous parler de cette mise en réseau des projets que vous avez pu mener?
Ça s'est fait, je dirais, au cours de l'avancée du projet. Là, notamment pour le projet alimentaire territorial, ça s'est fait dans le cadre du plan climat. Il y a eu le diagnostic puis la stratégie du plan climat. Vu le caractère rural de notre territoire et une agriculture assez diversifiée, le bureau d'études nous a dit bon, bah, vous avez peut-être un intérêt à partir sur ce type de projet-là. Et au fur et à mesure qu'on avançait, eh ben, il y a des partenaires qui nous ont sollicités, ou nous, on en a sollicité d'autres, on nous a donné d'autres contacts, et ça se fait comme ça, petit à petit. Il y en a encore tous les jours qui arrivent, je dirais. Et c'est à la fois l'intérêt et la complexité. C'est sûr que le multipartenarial permet d'enrichir, d'avoir des idées qu'on n'aurait pas forcément eues. Tout seul, on va plus vite, et ainsi de suite. Et ensemble, on va plus loin. C'est important de finir la phrase. Exactement. Et voilà, ça permet d'enrichir, mais par contre, évidemment, c'est aussi plus compliqué, plus long, comme disait Antoine. C'est vrai que d'arriver à faire avancer tout le monde, pas forcément dans le même sens. Après, il y a aussi des points de vue qui sont contradictoires. Mais d'aller dans un sens, c'est plus compliqué forcément, plus on est nombreux autour de la table. Ouais. Alors justement, j'ai encore plein de questions qui arrivent, donc je vous pose la suivante. Comment vous avez argumenté auprès des agriculteurs pour les haies notamment? Alors, ça s'est fait assez difficilement au début. Il y a eu projection d'un film documentaire qui s'appelle Des racines et des haies. Qui a été, ça a été effectivement compliqué. Puis petit à petit, ce sont les élus, les maires des communes qui sont revenus vers nous en nous disant, bah, oui, nous, ça nous intéresse. Et on a du coup acté en disant, bon, ben, on va faire de la plantation sur le domaine communal uniquement et en essayant au maximum d'avoir des garanties d'échange en amont entre la commune et les agriculteurs s'il y avait lieu. Si je reformule, c'est aussi montrer l'exemple, commencer soi-même au niveau des communes. Oui. J'ai d'autres questions, notamment comment motiver les élus et comment impliquer les communes qui ne le souhaitent pas. Voilà les questions qu'on vous pose. Vous travaillez avec celles qui sont moteurs. 88 communes, c'est forcément compliqué. Alors on a des communes à 40 ou 50 habitants, la plus grosse 3000 habitants. Donc c'est certain que toutes n'avancent pas à la même vitesse, mais on voit aussi notamment sur l'opération des haies, des maires qui étaient réfractaires au tout début de l'opération et qui nous contactent maintenant en disant finalement, j'ai voire même l'agriculteur qui m'a demandé s'il y avait possibilité d'eux. Donc voilà, on avance avec ceux avec qui on peut avancer, avec les communes avec lesquelles on peut avancer, qui veulent avancer. Nous, on propose et après, elles s'en emparent ou pas. Et on avance avec celles qui le souhaitent, quoi. Très bien. J'ai une question quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État? On va en redébattre puisque vous savez, le directeur de la DREAL et le directeur adjoint de la DDT vont nous rejoindre, mais est-ce que vous avez des attentes déjà à exprimer avant qu'ils arrivent? Est-ce qui vous aiderait de la part de l'État, puisqu'il y a aussi beaucoup d'agents de l'État qui sont présents à ce webinaire? Oui, forcément, on en a. Je dirais qu'étant là lancé dans un plan climat, dans un futur projet alimentaire territorial, c'est vrai que des outils de suivi, d'évaluation qui soient plus adaptés, qui soient fournis, plutôt que d'avoir nous à chercher à le mettre en place. C'est aussi l'intérêt d'être en collectivité, c'est qu'il y a cet échange qui se fait, contrairement au privé où voilà, il y a pas du tout de coopération. Là, on peut aller récupérer les bonnes pratiques qui se font ailleurs, et c'est peut-être un peu cette mise en relation que l'État pourrait, sur laquelle l'État pourrait nous aider et faciliter les choses. D'accord. Et j'ai une autre question, puisque vous avez parlé de votre projet alimentaire. Avez-vous évalué votre niveau d'autonomie alimentaire sur votre territoire? Non, pas encore. Pas encore. Pardon?
C'est en prévision, vous avez réfléchi à cette… Bah, ça fera partie effectivement des pistes du diagnostic qui va être mis en place pour le projet alimentaire territorial. Ouais. Et vous m'aviez aussi parlé lors de nos échanges préalables sur les diagnostics énergétiques et quel impact ça a eu aussi sur les citoyens, sur les habitants de votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques exemples? Oui, donc je parlais du programme de la convention de TEPCV tout à l'heure. Ça nous a permis de financer une thermographie aérienne de tout le territoire, parce que c'est quand même coûteux. C'était pris en charge à 80%. Et donc, suite à cette thermographie, on a organisé sur le territoire des salons de restitution de cette thermographie. On a beaucoup communiqué en amont. Hein. Déjà, ça c'est de toute façon pour tous les projets, c'est une des clés. C'est pas la clé, mais c'est une des clés. Et donc, beaucoup d'habitants sont venus. On s'est fait accompagner par les espaces Info Énergie. Il y avait les conseillers qui étaient avec nous. Et les habitants pouvaient regarder donc la thermographie de leur maison. Et là, pour le coup, c'était parlant. Rouge, là, faut peut-être faire quelque chose. Et après, ça débouchait pas forcément sur du projet direct, mais sur des contacts avec les espaces Info Énergie, des rencontres. Et ça a permis une forte sensibilisation. Ouais. J'ai l'impression que l'image ou l'exemple, puisqu'avec les agriculteurs, vous nous avez déjà évoqué le film, là, vous montrez les radiographies des habitations, ça embarque beaucoup plus finalement. Oui, plus qu'effectivement un courrier ou une information mise sur le site de la communauté de communes. C'est certain que l'image et de montrer que ça peut se faire, on le fait, ça se fait ailleurs. L'exemple, effectivement, est important, mais on a quand même une grande marge de progression, quoi. Oui, mais on est bien d'accord que dans toutes ces démarches qui sont innovantes, l'expérimentation fait partie de la base. J'ai une autre question au sujet des actions prévues dans votre futur projet alimentaire territorial. Quelles sont les actions qui sont prévues? Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'on ait d'actions prévues, puisque le but du PAT, donc projet alimentaire territorial, c'est de faire le diagnostic, puis d'avoir une feuille de route avec un plan d'action. Donc, je ne peux pas prévaloir de ce qui va sortir, mais c'est vrai qu'on imagine bien, je ne sais pas, peut-être pas une cuisine centrale, mais une légumerie ou quelque chose pour les producteurs. Voilà, ça pourrait aller dans ce sens-là, quoi. D'accord. Écoutez, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Je vais vérifier avant qu'on démarre la table ronde. Sur la participation citoyenne, je vois qu'il y avait des questions. Comment vous faites pour favoriser le plus de participation possible? C'est une des difficultés qu'on rencontre. On le voit avec la plateforme de la rénovation énergétique. Les habitants, il faut pratiquement aller toquer à leur porte. Donc, sur un territoire aussi vaste, c'est très chronophage. On communique. Alors, c'est toujours pareil. On a notre programme d'animation et de sensibilisation. On travaille avec les centres sociaux. On travaille avec beaucoup de partenaires pour arriver à toucher des publics différents. Mais malgré tout, ça n'a pas l'impact qu'on voudrait, quoi. Donc, la participation citoyenne, oui, on a un peu de mal. Sur le plan climat, on a essayé de monter un club climat, on n'a pas eu de retour. D'accord. Merci de ce témoignage vrai. Ce que je vais proposer, c'est qu'on puisse démarrer du coup la table ronde. Donc, je vais inviter Laurent Tapadinas, qui est le directeur de l'Adréal, à nous rejoindre, ainsi que Antoine Lebel, qui est le directeur adjoint de la DDTM du Nord, de manière à ce qu'on puisse avoir un échange plus global. Et puis, à Antoine Reynaud nous rejoindre également pour élargir un peu le débat et les questions. Alors, peut-être une première question pour l'État. Comment l'État pourrait faciliter l'innovation et la résilience territoriale? Est-ce que, Monsieur Tapadinas, vous voulez prendre la parole sur ce sujet?
Oui, bonjour à tous. Je crois qu'on a bien vu avec les exemples qui ont été mis en évidence que finalement cette résilience, ça s'incarne effectivement dans le territoire. Et aujourd'hui, qui sont les acteurs les plus concernés, impliqués pour incarner cette action territoriale, sont bien sûr les collectivités. Donc l'État, je veux dire, en tant que collectivité nationale, va engager notre collectivité sans doute quelques cadres et outils et moyens d'accompagnement des acteurs territoriaux. Donc c'est là où peut situer sans doute notre action. On a des leviers d'accompagnement qui vont sans doute être sectoriels. On le voit actuellement dans le plan de relance avec la possibilité qu'on a d'accompagner les collectivités dans des sujets sur lesquels ils ont un peu du mal, quelquefois du mal à avancer. Je pense au traitement des friches, à la dépollution, à la restauration de continuité écologique, ce genre d'actions, telles qu'elles font, mais sur lesquelles nous, on peut les accompagner à intervenir. Deuxième niveau, me semble-t-il, favoriser tout ce qui est, vous l'avez dit, actions transversales qui vont faire dialoguer quelques politiques qui sont sinon en silo et à notre échelle ou dans l'action des collectivités, on peut favoriser effectivement les travaux qui réunissent les réflexions sur des changements climatiques, sur eau et agriculture, sur classiquement aménagement, mobilité, ce genre de choses. Et puis globalement, c'est effectivement, vous l'avez très bien évoqué dans la présentation initiale, c'est l'approche systémique qui doit être encouragée. Donc cette approche systémique, elle s'incarne sur les territoires. Elle se traduit dans des schémas qui sont construits aux collectivités, les SRADEP, les plans climat qu'on a évoqués, effectivement, qui sont mis en œuvre par nos collègues. Aujourd'hui, dans les contrats de transition écologique et demain, dans les contrats de transition et de relance, contrats de relance plutôt et de transition écologique. Et je dirais que notre question, là, ça va être d'accompagner les collectivités pour élaborer ce genre de contrats. Et du coup, je vais peut-être me retourner vers les collectivités et puis vous redonner la parole, Monsieur Lebel. Monsieur Reynaud, est-ce que par rapport aux attentes que vous pourriez avoir de l'État, est-ce que vous voulez vous exprimer pour aller plus loin dans ces thématiques? Moi, si je devais demander quelque chose à l'État, ce serait de ne pas trop nous couper nos moyens au maximum. Parce que financièrement, les temps sont... Enfin, voilà, en tout cas, sur le Sangoël, on est une petite collectivité. Et donc, là-dessus, le rôle de l'État comme financeur et pourvoyeur de moyens me semble absolument essentiel. En tout cas, nous, on s'est beaucoup appuyé sur des agences d'État pour conduire nos projets. Donc, sans l'ADEME notamment, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Après, je pense que je ne suis pas le plus indiqué, je pense, pour vraiment voir là où l'État est, pour être plus pertinent. C'est-à-dire que nous, on travaille surtout à notre échelle, on est beaucoup sur de l'animation systémique aussi. Donc, et de la alors, plus que coordination, on est sur de la coopération d'acteurs. Mais on joue aussi ce rôle-là en tant que collectivité. Mais à l'intérieur en fait, on cherche à créer au niveau du territoire des écosystèmes d'acteurs dans lesquels les institutions, avec toutes leurs casquettes, sont invitées. Et l'État aussi, mais souvent plus en qualité de participant au même titre que les autres. Mais pas forcément comme animateur. Parce que il y a en gros, nous, on se rend compte aussi des fois qu'on arrive à toucher certains acteurs, comme des associations, par exemple, ou qui n'ont pas confiance en la parole de l'État aujourd'hui, et qui, à l'inverse, ont plus confiance en la parole du maire. Et donc, il n'y a pas de règle toute faite, hein, ça dépend vraiment du sujet ou pas, mais peut-être que l'État n'est pas toujours pertinent, en tout cas au niveau local, mais là, après, je laisserai les représentants d'État répondre, hein, bien sûr, mais peut-être pas toujours pertinent dans ce rôle d'animation. Et voilà. Sinon, après, on parlera d'autres choses. Du coup, je vais donner la parole à Antoine Lebel, qui lui est au niveau départemental du Nord. Est-ce que vous voulez réagir? Peut-être deux points, effectivement.
je pense que la dernière intervention sur la question de la confiance en la parole publique, elle est vraiment clé, quoi. Je pense que personne peut avoir au départ, effectivement, comme vous dites, la pleine confiance de tout le monde. Donc, c'est vraiment un travail collectif qu'il faut qu'on ait. Et à mon avis, je pense que c'est vraiment un défi pour nous tous au quotidien. Moi, j'aurais peut-être deux éléments de commentaires ou pour la réflexion. Si on se demande en quoi l'État peut être utile, déjà pour les acteurs, on l'a dit, et Laurent Tapanias l'a bien dit, hein, on peut donner à voir, on peut mettre en lien les uns les autres. Typiquement, une action qui me vient, c'est sur la mise en réseau des tiers-lieux, hein, où on a effectivement aussi une question sur laquelle on peut, nous aussi, l'État, contribuer. On peut partager les retours d'expérience, on peut encourager, dire que c'est possible. Mais ce qui me choque, entre guillemets, ou dans nos débats, c'est que il ne faudrait pas renvoyer l'État à juste un rôle de spectateur. En fait, on est vraiment, nous aussi, un acteur de territoire. Clairement, on accompagne, on s'implique à travers notre capacité d'ingénierie, on finance, hein, vous l'avez dit d'ailleurs, à travers le PAT ou des questions qui sont portées par les opérateurs de l'État. Donc je pense que vis-à-vis des acteurs, on a un rôle qui a différentes facettes, hein, et c'est ce que d'ailleurs a dit aussi Laurent Tapaninas. Mais je pense que le deuxième élément de réponse qui me paraît si intéressant, c'est de dire que l'État peut être aussi partie prenante des questions d'innovation, notamment aussi en investissement aussi sur ses agents. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec un séminaire comme aujourd'hui, hein. On essaie de former, on essaie de se transformer, on essaie d'imaginer les métiers de demain. Et d'ailleurs, ça a été dit aussi par Antoine Reynaud, hein, quand on parle aussi des services, c'est la capacité aussi que les services des différentes administrations, des différents services publics peuvent aussi, du coup, avoir leur part, hein, dans ces processus de transformation. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on soit aussi tourné aussi vers l'interne, évidemment pas que, on est un acteur du territoire, mais vers l'interne, on a aussi beaucoup de choses à faire, et je pense qu'on a un long chemin à faire ensemble avec les collectivités dans cette vraie logique de partenariat. D'ailleurs, j'ai une question autour de ça, hein. Comment l'État pourrait se décloisonner et favoriser aussi la coopération? Est-ce que Monsieur Tapaninas, vous voulez intervenir sur cette thématique? Oui, enfin, bon, par rapport à ce qui a été dit, moi je crois qu'effectivement, on n'a pas de toute façon un regard surplombant et des leçons à donner aux collectivités, mais effectivement, à participer au débat. L'État, il intervient à travers ses services, il intervient à travers ses opérateurs. On a cité l'ADEME, il y a le CEREMA, il y a le l'OFB, il y a la NCT, il y a, je dirais, toute une panoplie d'acteurs qui sont là aussi pour fournir non pas des leçons, mais des outils aussi. Et je crois que c'est le cas pour, effectivement, on peut en citer plusieurs, qui sont utilisés par les collectivités. Voilà. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Monsieur Leclerc, qui ont l'avantage d'être des outils qui sont utilisés dans d'autres parties du territoire et sur lesquels on peut justement un peu comme ça croiser aussi des expériences et puis les pratiques dans d'autres territoires et du coup les faire partager au territoire de cette région. Après, alors comment est-ce qu'on décloisonne? Effectivement, je dirais comme Antoine en faisant ce genre de choses. Nous-mêmes, ce sont des enjeux qu'on se donne et des objectifs qu'on a en interne aussi, de ne pas travailler en silo, de travailler de manière la plus transversale possible autour de projets qui sont aussi incarnés sur le territoire et qui font appel aux différentes compétences et facettes d'activités qui sont les nôtres. Donc on a les mêmes enjeux de transversalité que ce qu'on peut connaître dans les territoires eux-mêmes. Et je pense que ce qui a été rappelé par tous les intervenants aussi, c'est cette notion de temps. Quand on veut faire une transition, plus de coopération ou de fonctionnement différent, changer les modes managériels et changer les modes de coopération, il faut prendre en considération l'humain qu'il y a derrière et les besoins de confiance et d'établir la confiance pour y arriver. Ce que je vous propose, c'est de passer à une autre question. Oui, Antoine? Je suis désolé, j'ai retrouvé mes notes aussi. Pour compléter, un élément sur lequel l'État est absolument indispensable, alors peut-être moins dans son volet territoire, mais c'est quand même qui pose le cadre législatif et réglementaire. Et ça, c'est vraiment essentiel d'avoir aussi des lois qui accompagnent un mouvement qui puisse venir du bas, alors aussi bien collectivité que services déconcentrés, mais qui permettent aussi d'affronter des situations nouvelles dans lesquelles il y a souvent des vides juridiques. Et nous, ça nous est souvent arrivé de nous confronter à des vides juridiques. Et donc, le rôle de l'État aussi sur cette dimension un peu réglementaire est vraiment essentiel. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on débatte autour de cette notion d'échelle adaptée pour la résilience territoriale. On avait vu que dans vos exemples, il y avait des tailles et des échelles différentes. Je ne sais pas qui voudrait intervenir en premier sur quelle est la bonne échelle finalement pour favoriser la résilience territoriale.
Moi, je veux bien. Si... Oui, on vous écoute. Monsieur Lebel, je parle beaucoup. Ah non, non, mais moi, je peux te donner peut-être quelques éléments, je ne serai pas long, et puis on pourra bien sûr échanger. En fait, c'est justement par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment par Nathalie Lourdel, c'est-à-dire que il y a, en termes d'échelle, il y a l'échelle spatiale et il y a peut-être aussi l'échelle temporelle, enfin le pas de temps dans lequel effectivement on regarde un peu cette question de la résilience, parce que on voit bien, c'est ce qui a été d'ailleurs montré dans la vidéo, puis par rapport aux différents intervenants, c'est que dès lors qu'il y a un choc, on peut regarder tout de suite si on revient à l'équilibre, mais après l'enjeu c'est de s'arriver à faire un rebond dans le temps et peut-être à organiser des transformations dans la durée. Donc je pense qu'il y a vraiment cette échelle de temps qui me paraît aussi importante. Sur l'aspect spatial, on voit bien que même si on peut imaginer pas mal de choses au niveau national, notamment c'est le défi du plan de relance, hein, il se passe quand même beaucoup d'éléments au niveau local. Et moi, il me semble en tout cas très intéressant quand on parle de résidence territoriale de commencer du local. Parce que c'est là où s'expriment vraiment les problématiques, c'est là où on a une expression des besoins et c'est là où effectivement on peut questionner la question des ressources qui vont être à actionner dans les différents territoires. Après, c'est ce qu'on a aussi tous dit, hein, on ne peut pas faire tout seul et que au niveau local. Il faut très vite dézoomer. Il faut très vite se poser les questions de ces mêmes problématiques à différentes échelles, et on voit bien à l'échelle d'une commune, puis d'une intercommunalité, puis effectivement au-dessus, jusque peut-être au niveau national, et même d'ailleurs, quand on réfléchit, quand on parle même par exemple, hein, de réindustrialisation, de relocalisation industrielle, on voit bien que même des fois à l'échelle de l'Europe, on n'a pas tous les savoir-faire, toutes les capacités à reproduire un certain nombre de secteurs industriels à l'échelle européenne. Donc il y a vraiment un effet de différentes échelles qui s'emboîtent, et je pense que l'intérêt de l'État, en tout cas, c'est d'être présent à toutes ces échelles et d'être en accompagnement et en action à travers toutes ces échelles. Donc je pense que il ne faut pas qu'on oublie à chaque fois de faire le lien, il ne faut pas qu'on ait le local incarné par certaines collectivités qui ont énormément d'idées d'un côté, et qu'on fasse une sorte de truc en silo où on irait les collectivités d'un côté et puis l'État de l'autre, sans qu'à toutes les échelles, on ait bien cet emboîtement et cette implication des uns et des autres. Juste pour peut-être partager un exemple, mais on l'a tous, hein, sur cette question d'échelle de temps, moi, je pense que c'est important qu'on se donne aussi les outils d'évaluation, mais pour bien réfléchir ensemble à ce qui est en train de se passer en termes de transformation. Quand on parle de Picardie verte ou de Los Angeles, on voit bien l'importance des actions progressives et comment le temps est important. On a une année 2020 qui est absolument particulière avec le contexte sanitaire, et on voit bien qu'on n'avait pas de masques au début, on avait même perdu une certaine capacité à produire des masques, puis les réseaux de TPE-PME ont réussi à produire des masques, et c'était plutôt une très bonne chose. Et puis dès lors que les capacités asiatiques étaient reconstituées, dès juin, il y avait des surplus des productions françaises parce que du coup les masques étaient encore trop chers par rapport aux masques asiatiques. Donc en fait, on n'a pas créé de la résilience, on a ponctuellement répondu à une demande et puis finalement on n'a peut-être pas réussi à transformer le modèle dans la durée. Donc je pense que c'est vraiment très important de se reposer ces questions-là, et je pense que l'État peut aussi réfléchir en matière de prospective et de réflexion avec les différents acteurs. Est-ce que justement sur cette problématique de la crise sanitaire, par rapport au projet que vous aviez en cours l'un et l'autre, hein, Monsieur Leclerc, Monsieur Reynaud, vous avez envie de réagir, ou vous avez vu des choses, vous avez des solidarités, vous avez vu des impacts sur la façon dont vous aviez mené vos projets? Oui, Monsieur Reynaud? Oui. Je vais voir si Thibaut voulait prendre la parole. Vas-y. Du coup, oui, on en a vu beaucoup même. Ça a été les masques, ça a peut-être été le sujet le plus épineux du premier confinement. On avait une pression maximale de la part des habitants pour en avoir, et comme partout, il y avait une saturation totale de l'offre. Donc en fait, on s'est tourné vers des solutions locales progressivement. Donc là, pour ça, on s'est appuyé sur des assos, et notamment une association ici qui s'appelle les Anges Gardins, et qui ont créé tout un système d'échange de biens et de services sur le territoire, qui s'appelle Ménadel. Et par le biais de Ménadel, on a eu une quinzaine de couturières qui ont produit d'arrache-pied des masques, et les masques qui manquaient. Et donc ça, on les a distribués prioritairement aux personnes vulnérables de la commune et aux personnels soignants. Et donc ça a été, on a trouvé par une sorte d'organisation spontanée, mais qui s'est faite assez rapidement quand même entre Ménadel, la mairie, et puis on a fait le lien entre les besoins qui étaient exprimés et puis l'offre nouvelle qui était créée, mais par l'ultra-local. Et là, on a vu que il y avait une capacité vraiment de résilience là-dessus. Après, ça a été très utile pour répondre à l'urgence. À moyen terme, on a trouvé d'autres solutions d'approvisionnement, mais on a privilégié le local. Donc nos masques aujourd'hui sont fabriqués à Roubaix, donc c'est vraiment pas très loin.
Et après, on a vu qu'il y a eu le Covid a développé toutes sortes de solidarités au niveau local. On a mis en place un groupe de solidarité de bénévoles qui se sont mobilisés assez spontanément, mais voilà, c'était aussi une initiative mairie qui a lancé un appel et à laquelle pas mal de gens ont répondu pour venir en aide à des personnes vulnérables et isolées. Donc, ils sont allés leur faire leurs courses, chercher leurs médicaments, toute une série de choses. Et donc, la mairie a fait vraiment l'intermédiaire, quoi. Et donc, on avait des tableaux très denses de personnes vulnérables. On s'est appuyé pour ça sur la liste qu'on avait élaborée après la canicule. Et donc, ça, c'était une directive d'État. Donc, on avait un listing de personnes et on a mis en relation. Et là encore, on s'est confronté à plein de vides juridiques. Comment on fait pour mettre en relation deux personnes, notamment sur des bénévoles qu'on ne connaît pas vis-à-vis de personnes qu'on sait être âgées ou fragiles. Il y a des échanges d'argent, des responsabilités personnelles assumées par les élus. Dans quel cadre ça rentre? Et donc, on a trouvé des solutions en donnant un statut aux bénévoles de collaborateurs occasionnels, etc. Mais ça n'a pas toujours été évident. Et puis, on a vu aussi que le Covid a vraiment relancé la consommation du local, en tout cas au moment de la crise. Le marché qui justement se mourait au moment de la crise. Aujourd'hui, malheureusement, maintenant, le soufflet est complètement retombé. Et au moment de la crise, les gens se sont dirigés vers les stands du marché. Et à partir du moment où c'était un petit peu dangereux d'aller dans les grandes surfaces parce que c'était un risque de contamination, on ne savait pas grand-chose, etc., les réflexes de confiance ont vraiment amené vers les producteurs locaux. Et puis, il y a aussi eu une capacité d'adaptation chez certains agriculteurs, par exemple, qui organisaient spontanément des drives et des points de vente chez eux, dans leur ferme, alors que ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc, après, les gens sont assez vite retombés à leur habitude. Ça s'est vu pour le marché, pour les commerces aussi, qui ont eu un boom de consommation pendant le Covid. Et après, par contre, c'est un peu retombé. Donc, ça pose la question de ça. Mais on voit vraiment que la crise favorise, en tout cas, nous, on l'a vu à l'os. Évidemment, ça favorise des comportements assez égoïstes, mais on a eu beaucoup de réflexes de solidarité. Monsieur Leclerc, peut-être sur votre territoire, est-ce que vous avez un éclairage par rapport à ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire? Oui, bah alors, on a eu aussi, nous, à gérer la crise des masques. On a la chance d'avoir sur notre territoire la société Kindy qui a pu en fabriquer, donc on s'est fourni auprès d'eux. Sur ce qui est, je dirais, des habitants, on a aussi la chance d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une agriculture variée et on a pas mal de distributeurs automatiques de denrées alimentaires qui ont très bien fonctionné, d'autant plus pendant cette période. Donc les gens y allaient très facilement. Bon, là aussi, moi, j'ai pas forcément les chiffres, mais il y a eu aussi une baisse de fréquentation depuis, mais c'est quand même, on est, nous, plus déjà sur du local que sur des vraiment grandes surfaces. Et ce qu'on a vu également aussi, et on en a la preuve aujourd'hui, c'est le changement de mentalité par rapport à l'outil informatique. On a des élus qui s'y sont mis, réfractaires au début, comme d'habitude, qui s'y sont mis. La visio est devenue peut-être pas banale, mais en tout cas beaucoup plus commune, quoi. Donc ça change aussi. Par exemple, aujourd'hui, si ça avait été à Arras, j'aurais pas pu forcément venir. Bon, eh bien, vive les webinaires aussi. Voilà. Il y a des questions du public, notamment par rapport au concept. Oui, pardon, Antoine. Désolé, je voudrais juste ajouter un dernier mot sur la question de l'échelle, parce que ça me semble important. À Los Angeles, on appréhende vraiment la question de l'échelle un peu différemment en fonction du sujet. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de transition qui vont être plus ou moins pertinents à différentes échelles. Nous, on a vraiment un triptyque qui est transition alimentaire et agricole, transition énergétique, qui englobe un peu la question énergie renouvelable, rénovation du bâti, mobilité douce, et transition démocratique. Donc vraiment avoir un changement beaucoup plus global venant des gens, etc. Et ben, en fonction du sujet concerné, l'échelle ne sera pas la même. Par exemple, l'échelle démocratique, sur la transition démocratique, l'échelle pertinente, c'est la ville ou le quartier. Et ça ne m'étonne pas qu'à l'échelle d'une interco, par exemple, ce soit plus difficile de mobiliser les habitants. Et il y a un côté figure du maire comme voilà, interlocuteur direct. Il y a un côté de contact direct qui est vraiment essentiel dans la réussite de politique démocratique, participative, pardon. Et après, par contre, il y a d'autres questions sur alimentaire ou énergétique, par exemple, où tout de suite, ça devient beaucoup plus pertinent de raisonner à une échelle interco ou voire région. Et par exemple, aujourd'hui, on a développé un outil qui est un cadastre solaire qui est vraiment utilisé pour, voilà, qui fait une sorte pour
pour toutes les maisons, une sorte de données sur les expositions solaires et pour donner des premiers indicateurs pour voir si c'est pertinent ou pas d'installer des panneaux. Et ça, c'est développé à l'échelle du PMA, le pôle métropolitain d'Artois, qui est une structure qui rassemble 3 agglos. Et sur la question alimentaire aussi, pour à la fois avoir un équilibre dans les productions locales et des points de débouchés locaux. Donc développer un modèle de circuit court, ça devient beaucoup plus pertinent de le faire, non pas à l'échelle d'une ville, où on est très rapidement dépassé, mais c'est plus intéressant de le faire à des échelles agglo, par exemple, où nous aussi on développe un système alimentaire territorial durable, etc. Et donc la question, c'est comment on agence ces différentes échelles, comment on crée une vision commune entre les différentes institutions, collectivités, États, pour aller un petit peu dans le même sens, donner la parole à chaque acteur pour là où c'est pertinent de le faire, et co-construire des projets, et des projets d'ordre un peu systémique. Et donc la question de l'agencement des acteurs et des échelles, elle est absolument centrale sur la question de la réussite de la transition. Mais encore une fois, chacun aussi dans son rôle. Et tout ça. C'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour ce propos. Du coup, j'ai une question qui a été posée dans le public autour de l'effondrement, cette fameuse notion de collapse et de collapsologie. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Que pensez-vous de ce concept d'effondrement? Antoine, je vous sens prêt. Ah non, moi je ne sais pas quel Antoine après vous. Ah, mais c'est vrai qu'il y a 2 Antoine, pardon. Antoine Raymond, je le sentais prêt, mais on y va? C'est un concept qu'on mobilise. On en a parlé au vœu du maire à la population l'année dernière. Alors, ça a été un moment un peu chargé en émotions pour le maire. Mais en gros, on assume de plus en plus que nos politiques publiques aujourd'hui doivent aller dans le sens où on protège, et en tout cas on anticipe les conséquences du réchauffement climatique et de crises systémiques. Et donc comment on prépare la ville à l'effondrement. Et c'est pour ça qu'on met autant l'accent et qu'on investit aujourd'hui sur des questions comme la rénovation du bâti, sur des mobilités douces, sur la satisfaction de besoins essentiels à la vie, et notamment sur la question alimentaire, et pour trouver des solutions le plus possible au niveau local et dépendre le moins possible de chaînes d'approvisionnement internationales plus fragiles. Donc là, on est vraiment sur des choses qu'on peut obtenir au niveau local et puis sur des choses sur lesquelles on a compétence au niveau de la collectivité. Donc, on va essayer de développer au maximum la part d'énergie renouvelable. Donc, nous aussi, on est rentré dans la stratégie territoire à énergie positive et on cherche vraiment à renforcer au maximum le lien social, la coopération, et c'est tout l'enjeu de la transition démocratique, pour qu'on ait une forme de capacitation citoyenne, c'est-à-dire qu'à travers le projet, à travers l'action, les gens se confrontent à la difficulté de faire du collectif, se confrontent à la difficulté de resituer son intérêt personnel dans le fonctionnement d'une commune, et pour susciter de plus en plus des comportements qui sont non plus des comportements de consommation, mais des comportements de contribution. Et à travers le fait qu'on arrive, à travers le renforcement du tissu associatif et d'une manière générale des liens sociaux à l'échelle de la commune, on finit par avoir un collectif qui est que nous on appelle un collectif de meilleure qualité. Et ça c'est essentiel pour faciliter des processus de coopération, pour faciliter des processus d'entraide, de solidarité, de compréhension des intérêts et des contraintes de chacun dans un contexte de crise. Et donc c'est comment on organise la solidarité dans un contexte de crise. Et ça c'est plus favorable lorsque et l'adaptation, lorsque on la prépare avant et qu'on fait rentrer les gens dès que possible dans des processus coopératifs de ce type. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Bon, moi, clairement, je ne l'ai pas prononcé dans l'introduction, mais clairement, j'ai fait un doctorat en pédagogie et développement durable. Et aujourd'hui, je ne parle plus de développement durable pour parler de résilience territoriale, parce qu'aujourd'hui, c'est plus comment on va s'adapter pour se développer durablement. Le sujet n'est plus là. Le sujet, il est dans les crises mondiales sont aujourd'hui inévitables. Je parle de climat, de chute de biodiversité et de crise sanitaire. Et mes propos vont dans ce sens. Aujourd'hui, on ne prépare plus comment on va faire comme avant. On prépare la résilience, c'est-à-dire
on va subir des chocs, mais comment la solidarité et la coopération entre les acteurs du territoire, donc que ce soit État, associations, élus, comment ça va permettre de mieux s'adapter et de mieux résister et de mieux rebondir face aux chocs que de toute façon nous allons avoir dans les dizaines d'années à venir et dès maintenant d'ailleurs. Alors du coup, une autre question peut-être, c'est, on a beaucoup parlé de solidarité, de partenariat, et à travers vos différents exemples, hein, et j'ai même envie de dire pour vous, agents d'État, c'est aussi comment on remet du partenariat à l'intérieur de vos structures, mais aussi entre les structures d'État. Alors, quelles seraient pour vous les clés, les éléments positifs qui permettraient de favoriser encore plus ces partenariats, ces multiples acteurs? Est-ce que vous avez quelques clés positives pour terminer ce webinaire? Qui veut... On va peut-être un mot pour évoquer notamment tout ce qui peut concerner les éléments de données dont on peut disposer les uns les autres et qui sont quand même de nature à susciter des échanges, des partenariats. Tout à l'heure, il a été j'ai entendu que l'État pouvait apporter des éléments en matière de, je crois que c'était d'indicateurs ou d'évaluation. Alors, je ne sais pas si on est en charge d'évaluer ce que font les collectivités, nos services territoriaux de l'État, mais en tout cas de cause, on peut construire avec les collectivités effectivement à la fois des partenariats sur ce qu'on a à partager comme information et ce qu'on a à partager comme appréciation de la situation et du sens dans lequel vont nos politiques publiques. Voilà, donc ça peut. Alors nous, c'est à l'échelle régionale, peut-être effectivement du côté d'Antoine Lebel. Je veux bien prendre la balle au bon. Allez. C'est des partenariats qui peuvent se nouer. Merci Laurent. Oui, effectivement, je veux bien donner quelques éclairages aussi. Vu du département, de l'échelle départementale, ça fait aussi la jonction avec ce qu'on vient de se dire juste avant sur l'effondrement. Je pense que déjà, il faut qu'on sorte uniquement d'une vision centrée sur le présent. Donc, il faut déjà qu'on réfléchisse un petit peu plus globalement que ça et d'être pas que dans une direction spot. Et pour avoir un partenariat qui se construit dans l'action et dans la durée, je pense qu'il faut avant tout déjà être bien au clair sur le diagnostic de quoi on parle et est-ce qu'on est bien au clair sur le cap commun ou la vision qu'on a par rapport à une problématique donnée. Très souvent, en tout cas au niveau départemental, moi je constate qu'on est très associé sur le comment, c'est-à-dire j'ai un projet de telle implantation, tel équipement, etc. Aidez-moi à le faire, quoi. Mais est-ce qu'on s'est bien posé la question de pourquoi on le fait? Est-ce que c'est à cet endroit? Est-ce que c'est dans quelles conditions? Est-ce que ça a été suffisamment bien intégré dans les dynamiques territoriales, etc. Et ça fait le lien du coup à ce que dit Laurent. Hein. C'est la question de la connaissance, la question de la capacité à contextualiser, à challenger aussi un petit peu les projets. Je pense que là, c'est très en amont intéressant justement de se poser ces questions et donc de nouer un partenariat sur vraiment le sens partagé plutôt que uniquement sur les outils. Je pense que c'est aussi important des fois de prendre un peu de temps à faire un bon diagnostic avant de s'engager tout de suite dans une procédure simplifiée ou dans une forme d'accompagnement uniquement centrée sur les outils. Donc voilà, c'est un petit point qui me paraissait important. Et du coup, forcément, derrière tout ça, une fois qu'on est bien d'accord sur le pourquoi on le fait, on a une priorité d'action, on est capable d'avoir un partenariat centré sur l'essentiel. Je pense que c'est important de prioriser. Pour moi, ça repositionne l'État facilitateur et donc le plus en amont possible des projets pour être sur le sens et pas juste sur c'est légal ou c'est pas légal. Est-ce que, Monsieur Leclerc, vous voulez rebondir sur cette notion de partenariat? Pour vous, qu'est-ce qui a fait sur vos exemples partenariales, les clés, les choses qui ont fait que ça marche bien finalement? Je dirais de trouver le bon partenaire sur le bon projet au bon moment. Ça, c'est aussi, ça paraît peut-être simpliste, mais ça nous permet d'aller trouver effectivement le partenaire qui a la bonne compétence, la bonne expertise, plutôt que de nous essayer de faire quelque chose qui ne sera pas forcément aussi bien fait, qui n'aura pas la même résonance. Mais je voulais rebondir aussi sur la notion d'effondrement. On en est tous persuadés entre nous, mais moi, la grande question que je me pose toujours, c'est comment on sort de cet entre-nous, quoi. Comment on arrive à aller sensibiliser les autres personnes
qui, eux, vont continuer comme d'habitude. Et je crains, moi, sur cette notion d'effondrement, que ce soit beaucoup trop anxiogène quand on a déjà du mal à faire comprendre ce qui se passe actuellement, ce vers quoi on tend. Parler d'effondrement, c'est le risque, c'est que les gens disent ouais, bon, bah, de toute façon, c'est perdu, ça sert à rien que j'y aille, quoi. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans le schéma Ouais. que je présentais, le sentiment d'impuissance face à quelque chose de planétaire, face à un effondrement anxiogène, n'aide pas à agir. Mais la non-compréhension des enjeux planétaires fait qu'on fait rien. Donc c'est comment entre les deux, on trouve la juste articulation pour se dire oui, on arrête de subir et on agit. C'est un peu aussi les propos du film qu'on a monté ensemble. C'est il y a des sujets et comment je retrouve mon moyen d'action à mon échelle, en tant qu'individu, en tant que membre d'association, en tant qu'élu, en tant qu'agent de l'État aussi, parce que je pense que tout le monde a un pouvoir d'action et c'est comment je retrouve le sens des actions que je mène et qui est finalement essentiel. Antoine Reynaud, vous voulez rebondir sur, pour vous, les clés pour favoriser les partenariats? Terminons sur une note positive, puisque c'est ce qui quand même motive les gens. Alors, à vous la parole. On insiste beaucoup, nous, sur la mise en récit. C'est quel récit on crée et on co-construit avec les gens pour essayer de montrer quelle transition est en cours, essayer de donner une lisibilité au projet politique, donner une sorte de tangibilité, parce que et montrer qu'en fait on peut retrouver prise. Effectivement, le discours un peu anxiogène sur l'effondrement, quand ça relève de la psychologie. Quand on n'a pas de prise sur l'événement, on se sent dépassé par ça. C'est pas quelque chose qui va inciter à l'action et au passage à l'action. Par contre, il me semble aussi nécessaire pour que les gens comprennent bien quels sont les enjeux et de quoi on parle, et donc prennent aussi la mesure de l'urgence qui a changé. Mais par contre, c'est derrière comment on crée le récit, qui crée le désir, qui donne envie de bouger, de changer, qui montre en quoi on a intérêt soi-même à bouger, intérêt collectivement, essayer de redonner du sens à tout ça. Et donc, le Sangoël, on travaille beaucoup depuis longtemps sur ce récit-là, et qui peut se manifester aussi bien à travers des articles ou des films ou documentaires qui ont été tournés ici, que sur des objets, des spectacles participatifs, comme ça a pu être fait plus tôt, où on a par exemple aussi un mât à Los Angeles de 15 mètres qui montre quel était le niveau du sol avant l'exploitation de la mine. Et donc, on a un affaissement par endroit de plus de 15 mètres à cause de l'écroulement de galeries. Et donc, en fait, on montre aussi des témoignages du passé, de cette industrie minière, et à côté, mis en relation avec des panneaux photovoltaïques qu'on a posés sur le toit de l'église. Donc ça, c'est pas du tout... ça nous a pas transformé le mix énergétique, ça c'est sûr. Mais ces quelques panneaux, ils ont quand même eu l'intérêt d'être une démarche un petit peu originale, audacieuse, très visible, et qui permet d'incarner le projet en cours. Nous, on appelle ça l'étoile qui fait rêver. Donc, quelques valeurs, quelques références communes, on sait que on peut aller dans cette direction-là. Et puis des petits cailloux blancs qui permettent de retracer le chemin parcouru et qui donne rendre le projet un peu plus tangible. Et on essaye au maximum de donner la parole aussi aux habitants. On a des moments de reconnaissance de l'engagement citoyen. On a fait des petits TEDx où des gens sont venus sur scène pour parler de leurs projets et qui sont des projets d'intérêt général, qui sont vertueux à plein d'égards, et où on leur donne la parole sans filtre pour qu'ils s'expriment sur leurs projets, sur qu'est-ce qu'ils ont pensé de la coopération avec la mairie. Donc c'est une forme de reconnaissance pour eux, et c'est aussi un moyen pour nous d'avoir une forme d'évaluation collective et qualitative du projet, de la façon dont on a conduit notre projet. Et puis ça donne de l'eau au moulin. C'est les gens qui parlent, c'est leurs familles qui viennent, c'est leurs enfants qui écoutent. Et c'est donc aussi une façon par l'exemple, de donner envie aux gens de s'exprimer et d'y aller. Eh bien, merci. Donc, si je résume quand même, on voit qu'à travers vos différents regards enrichissants, on retombe sur des sujets clés qui sont de l'information, de la pédagogie, de montrer des exemples, de partager, mais aussi de recréer du lien entre les acteurs du territoire, mais aussi entre l'État, les collectivités, et les élus et tous les acteurs du territoire. Et puis cette notion de finalement se faire confiance pour mieux coopérer ensemble,
Je propose qu'on termine sur ces notions assez positives et vraiment merci pour vos éclairages différents et enrichissants. Et je vais proposer du coup à Anne-Lorraine, qui est la directrice du CVRH d'Arras, de venir faire la conclusion. Et merci et à bientôt, parce qu'on va continuer sur ces démarches prochainement. Merci à vous pour l'animation. Merci beaucoup. Oui. Anne-Lorraine, du coup, je t'invite à me rejoindre sur scène. Et en attendant... Voilà, ça y est. Excuse-moi, petit problème de connexion. Est-ce que tu veux que je démarre avec les ressources ou est-ce que tu veux démarrer toi-même? Comme tu veux, je m'adapte. On est résilient. Allez, je vous propose de partager le média qui vous a été préparé par toute l'équipe projet. Du coup, vous voyez que c'est aussi une équipe collaborative puisqu'il y a des gens de la DDTM 59, de l'Adréal, donc Nicolas, Jérôme, Mélodie, Vanessa, mais aussi du CVRH, donc Laurence, Henri. Et donc, du coup, on vous a préparé des ressources pédagogiques de manière à aller plus loin, parce que on a bien conscience que c'est court et c'est dense à la fois. Il vous sera rediffusé si vous le souhaitez, mais vous allez avoir des liens qui vont être mis dans le chat. Vous allez pouvoir les récupérer. Donc vers des Padlet. Donc si vous ne connaissez pas Padlet, c'est un lien pour aller vers un site internet qui est en fait une façon de structurer des ressources. Donc, on vous en a déjà préparé 3 au départ. Qu'est-ce que la résilience territoriale? Je vais vous montrer en détail. Le deuxième que vous voyez en haut, c'est quels sont les facteurs de résilience pour les Hauts-de-France. Et vous retrouverez notamment les éléments du CER, du CEREMA, mais aussi les documents qui vous ont été évoqués au cours de ce webinaire. Et le troisième, la résilience est une mise en mouvement. Et comment participer à cette dynamique et comment instiller de cette dynamique coopérative sur les territoires. Donc, en gros, comment ça se présente? Pour chaque Padlet, vous avez, comme vous pouvez le voir, des colonnes. Donc là, c'est comprendre. Si vous démarrez sur la résilience territoriale, ben, vous avez quelques éléments de compréhension. Vous avez des éléments sur pourquoi il faut faire de la résilience finalement. Pour les agents de l'État, dans nos métiers et aussi les agents des collectivités, dans nos métiers, ça veut dire quoi, faire de la résilience territoriale? Comment on a une vision collective? Et puis des références pour aller plus loin. Donc à chaque fois, vous avez les temps de lecture. Vous voyez là, sur la vision collective, un temps de lecture de 5 minutes. La résilience, oui, mais ensemble. Ça va vous prendre que 5 minutes. Et puis les choses en violette, ce sont des vidéos. Et en bleu, là, vous n'en avez pas forcément, mais en bleu, vous avez des podcasts, donc à écouter. Si j'avance sur les facteurs de résilience territoriale, vous voyez qu'on nous a parlé des enjeux, de la résilience en action, qu'est-ce qui se passe dans les Hauts-de-France, et des exemples de facteurs de résilience. Et sur la mise en mouvement, vous avez la boussole de résilience, vous avez des exemples concrets avec des témoignages d'élus, les petites vidéos qui sont présentées, mais aussi des ressources complémentaires, des fiches thématiques, et comment on favorise l'imagination collective, des ressources de livres, et si. Je vois un petit peu ce qu'évoquait Antoine Reynaud sur cette approche aussi narrative, comment on peut mobiliser et mettre en récit. Et quelques vidéos pour aller plus loin. Et puis, bien sûr, toute l'équipe s'est mobilisée, et notamment Vanessa, autour des objectifs de développement durable. Donc, c'était présenté lors du premier webinaire. Si vous n'y avez pas assisté, vous pouvez encore le regarder en replay. Vous avez le lien en replay qui va vous être mis dans le chat. Et donc, on a fait un acte de ce premier webinaire qui s'appelait « N'oublions personne sur les chemins de la résilience ». Et du coup, vous pouvez retrouver tous les éléments clés. Et voilà, et le lien aussi pour regarder ce premier webinaire. Et bien sûr, avec l'équipe, nous allons se mobiliser pour vous faire un nouveau Padlet qui reprendra toutes les ressources assez riches qui ont été amenées par les intervenants aujourd'hui. Voilà en ce qui me concerne, et du coup, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, pour clôturer ce webinaire, je souhaite remercier encore, là, on a vu à l'œuvre notre équipe projet qui vraiment a beaucoup travaillé sur ces Padlets et toutes ces ressources et ces lectures. Les intervenants, messieurs Reynaud et Leclerc, les directeurs aussi qui se sont mobilisés pour ce travail. Donc, Laurent Tapadinas, directeur de l'Adréal, et Antoine Lebel, le directeur adjoint de la DDTM du Nord. Merci aussi à Nathalie qui accompagne notre démarche avec beaucoup d'engagement
d'engagement et d'énergie. Et à mes comparses pilotes de cette action, Mathieu Dewas, qui est là, qui n'est pas intervenu aujourd'hui, mais il le fera la prochaine fois. Donc, le directeur adjoint de l'Adréal et Antoine Lebel, directeur adjoint de la DTM du Nord, ainsi que Anne de Blicky, mon adjointe, qui est aussi pilote avec nous. Alors, nous avons conscience qu'en un format court comme ça, on fait qu'effleurer des sujets complexes, bien sûr, qui nécessiteraient en fait ou seraient propices à des heures d'échange. Mais c'est bien là aussi notre intention, c'est de donner envie d'avoir ces échanges ensemble, donner envie aussi d'explorer le fond et le sens dans notre action quotidienne, l'envie aussi de susciter le débat et les idées d'action sur le territoire. On parlait du collapse. Peut-être que justement, en mettant en mouvement, ça peut rendre les choses plus positives et on voit que sur un bassin territorial, on peut peut-être réussir. Retrouver des marges de manœuvre et une capacité d'agir au sein de nos services. Alors, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir notre programmation 2021. Notre ambition, c'est bien de donner accès à des témoignages et à toutes ces ressources inspirantes. Merci à tous ceux qui ont participé au chat aujourd'hui, c'est très riche. Et donc aussi de faire connaître et de fédérer les initiatives portées par la communauté technique de notre pôle ministériel ou nos partenaires. Je pense particulièrement au CERD qui fait un travail extraordinaire sur le territoire. Allez voir, parlez-en autour de vous, partagez vos expériences et vos ressources. Agir pour les transitions, c'est l'affaire de tous. On vous donnera bien sûr accès, Nathalie l'a dit, au replay et aux actes. On retournera aussi vers nos intervenants pour répondre aux nombreuses questions que vous avez posées, auxquelles on n'a pas pu forcément répondre tout de suite. Je retiens quand même quelques éléments importants de nos échanges. Malgré les freins et un contexte qui peut être difficile au plan humain, au plan social, on peut trouver des leviers de collaboration et de co-construction pour agir, redonner envie et confiance aux acteurs. On a entendu des clés pour parvenir aussi à décloisonner nos organisations de travail, casser les silos et améliorer nos approches systémiques pour les transitions. Les ODD sont une source d'inspiration pour nous, la mise en réseau, les partenariats qui ouvrent des horizons, les alliances fertile. En matière de management, l'importance du partage d'informations, du cap et du sens qui va emporter le mouvement et donner impulsion. Se transformer, se former dans la durée, réconcilier les échelles thématiques et globales et les échelles de temps court et long en fonction des sujets qu'on veut faire bouger. En fait, trouver la pertinence des échelles en fonction des besoins. C'est exactement ce qu'on fait aussi en RH. Remplacer les comportements de consommation par des comportements de contribution. C'est vrai aussi dans les ressources humaines. État et collectivité, donc deux acteurs en synergie, des parties prenantes partenaires de l'innovation au service du changement pour réussir les transitions à opérer. Et donc, je vous rappelle que Agir pour les transitions dans les Hauts-de-France, c'est un cycle. On va explorer une thématique par quadrimestre. On vous donne rendez-vous très bientôt pour notre programmation 2021. Un nouveau thème à explorer. Et en attendant, merci beaucoup à l'équipe projet, merci à Nathalie et on vous souhaite une belle journée, une bonne résilience durant ce deuxième épisode de confinement et l'envie d'agir pour les transitions. À très bientôt. Merci beaucoup à messieurs Leclerc et Reynaud et aux directeurs qui se sont prêtés au jeu aujourd'hui. Merci à tous pour vos messages encourageants et à bientôt. À bientôt.